Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, j'ai bien évidemment, en ce jour funeste, avec mon groupe, une pensée en soutien au peuple ukrainien. C'est en principe ma dernière intervention en séance publique. Je prends des précautions maintenant. Elle est consacrée à la lecture définitive de la proposition de loi visant à démocratiser le sport. Je devrais m'en réjouir, et je m'en réjouis. Pourtant, l'adoption définitive de ce texte arrive bien tard, avec un vote in extremis dans les ultimes secondes, voire dans les arrêts de jeu de la législature, un peu comme une session de rattrapage pour le sport, à seulement 2 ans et demi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une adoption tardive pour un texte soi-disant en procédure accélérée, adopté à la quasi-unanimité en première lecture ici même le 19 mars 2021, et qui, dans le cadre de la navette parlementaire, n'a été inscrit à l'ordre du jour du Sénat qu'au début du mois de janvier 2022, à l'issue d'une course de lenteur incompréhensible. Nous espérions mieux. Nous attendions, comme les ministres des Sports successifs s'y étaient formellement engagés, Madame la Ministre, depuis 2017, un projet de loi sport et société, une deuxième loi olympique consacrée à l'héritage, après celle sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 que nous avons voté en 2018. Après 2 ans de pandémie sanitaire où le sport n'a pas été considéré comme un bien essentiel et comme un message de prévention en santé publique, l'objectif de 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici 2024, fixé en début de quinquennat par le Président de la République, n'est plus qu'un vœu pieux. Il s'agit à présent, d'ici 2024, pour les clubs sportifs amateurs, de tenter de compenser les 30% de licenciés perdus depuis 2 ans, ainsi qu'une partie des bénévoles. Nous espérons que les décrets d'application de cette loi seront adoptés rapidement, car nous n'avons plus de temps à perdre. Nous sommes dans le money time de l'héritage sportif, territorial et sociétal des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous savons que les politiques publiques mettent près de 2 ans à produire des effets visibles, et parfois plus, quand il s'agit de les généraliser à l'ensemble de la population. Je veux saluer les avancées du texte dans le titre 1, en matière de santé publique, comme l'élargissement des possibilités de prescription des activités physiques adaptées aux malades chroniques ou présentant des facteurs de risque, ainsi qu'aux personnes en perte d'autonomie, l'élargissement de la liste des médecins prescripteurs, le développement des activités physiques dans les établissements sociaux et médico-sociaux et la définition des maisons sport-santé. Je veux aussi souligner les avancées du titre 2, avec un calendrier volontariste pour rendre effectif la parité au sein des fédérations, même si ces dispositions ne s'appliqueront qu'à partir de 2024, au sein du bureau du CNOSF et du CPSF, et aussi la limitation du nombre de mandats dans les instances sportives. Nous avons également soutenu les articles favorisant une meilleure représentation des athlètes, des entraîneurs et des arbitres dans les instances, ainsi que l'extension de la garantie d'honorabilité des encadrants sportifs. Le titre 3, cher à Cédric Roussel, concrétise des avancées attendues de longue date, comme la reconnaissance législative de la plateforme de lutte contre les manipulations des compétitions sportives, la possibilité pour les sociétés sportives de se constituer en sociétés coopératives d'intérêt collectif et l'allongement encadré du premier contrat des jeunes sportifs professionnels de 3 à 5 ans. Au Sénat, des avancées ont également été réalisées, je pense notamment à l'initiative de notre collègue Jean-Jacques Lozach, comme l'inclusion dans les déclarations de performance extra-financières des grandes sociétés, des actions de promotion des activités physiques et sportives. Je pense aussi à l'assouplissement et la simplification pour les personnes majeures du certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. En revanche, je veux regretter que certaines dispositions que nous avons défendues ne figurent pas dans le texte définitif. L'intégration du développement des activités physiques et sportives pour les salariés dans le champ de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ou bien l'obligation pour toute personne qui construit un nouveau bâtiment à usage industriel ou tertiaire sur un lieu de travail de le doter de douches et vestiaires. Le texte ne contiendra pas d'avancées concrètes pour le développement des activités physiques en milieu professionnel. Nous regrettons également l'absence de reconnaissance dans la loi des missions de coordination et d'évaluation des enseignants en activité physique adaptée. Enfin, nous sommes en désaccord avec l'article 3 bis B qui ne mentionne pas explicitement l'obligation de création d'une association sportive dans les établissements scolaires du premier degré, à l'instar du second degré. La possibilité inscrite dans le texte de créer des alliances éducatives territoriales aux contours flous dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques, citoyens, nous paraît de nature à diluer l'objectif de développement des activités physiques et sportives à l'école et à fragiliser les associations sportives existantes au sein de l'USEP. Il faudrait les renforcer.
Monsieur le Président, ce texte de loi au goût inachevé restera comme une occasion manquée, malgré les avancées réelles que j'ai rappelées. Nous ne pouvons faire l'impasse sur l'absence globale d'ambition. Je pense au renforcement de l'éducation physique et sportive. C'est pourquoi le groupe socialiste et apparenté s'abstiendra sur la proposition de loi visant à démocratiser le sport.